Salut tout le monde, bonsoir à tous. Bon week-end à tous. Ben ouais, c'est la soirée, mais je bossais en début d'après. Regardez, j'ai pris des coups de soleil là. Oh là là. Je bossais, donc j'ai pas pu faire minute spatiale. Et il y a trop de contenu. Sur le papier, c'était sûrement la plus grosse minute spatiale que j'ai jamais eu autant de contenu. Il y a eu tellement de tirs cette semaine, il y a eu des dramas. Oh, un régal, des dramas incroyables. Donc on va reparler. Et des dramas qui datent d'il y a quelques heures. Oh là 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 là, on n'en sort pas. Ouais, mais bon, c'est compliqué. Ça a été une superbe semaine. Ça va, il n'y a pas eu de perte de vie humaine. Mais il y a eu du drama. Et il y a eu des soucis. On va pouvoir rigoler, on va se moquer d'Ariane Espace aussi. Le drama autour d'Ariane Espace est incroyable. Et c'est bien fait pour leur gueule. Tout le monde l'a vu venir à des kilomètres. Et voilà. Sodan, bon courage, t'inquiète. Je vis ma vie de rêve. Là, je bosse avec des boomers toute l'après-midi. Je rentre. Je regarde la Formule 1. Je lance mon petit stream, minute spatiale. Il y a pire, hein. Il y a pire. Hein. Voilà. Hein. Donc, ouais, une semaine de dingue. Alors, malheureusement, Tengri n'est pas là. Hein. Tengri n'est pas là. Je crois qu'à 19 h, il a ses cours de twerking. Depuis qu'il a un nouveau boule là refait, il peut secouer ça pendant des heures. Donc, je crois qu'il a des cours pour apprendre à bouger ça de façon extrêmement vigoureuse. C'est ce que j'ai compris. Donc ouais, je vais faire ça seul. Bon, je vais essayer de traiter ça par pays. Parce que c'est un énorme bordel. Alors Hippo, 27 mois, Hippo, putain, là depuis longtemps. Hein. Ouais, il y a eu... Vous vous rappelez que la semaine dernière, on avait Shanghae 6 qui devait revenir. Hein. Shanghae qui, dans un temps normal, le retour de la sonde lunaire qui est allée récupérer des kilos de rigolite et qui est revenu, qui aurait été l'événement. Ça aurait pu être un événement de l'année, si c'était pas aussi incroyable. Popeye, 25 mois, merci mec. Putain, 25 mois les gars, faites ça depuis longtemps quoi. Et merci les gars. Et bah Shanghae 6 est revenu. Shanghae 6 est revenu il y a quelques jours de cela. C'est passé sous les radars tellement il y a de la news en ce moment. Et c'est vrai que la performance des Chinois, mais c'est des malades quoi. Il n'y a qu'eux qui savent faire ça hein, en ce moment. En termes de programme lunaire, ça va vite. Et ils ont acquis un savoir-faire qui est totalement fou. Et c'est vrai que bon bah tout tourne plutôt bien. Attendez, je vais virer ma fenêtre de sub là. Hop. Voilà. Les photos sont plus importantes. Donc ça s'est posé, vraiment ils ont fait une mission, une mission mais parfaite quoi. Attendez, on va aller voir les... quoique non, j'ai même pas... Si, j'ai l'atterrissage de Shanghae 6, ça. Hop, hop. Hop. Oh, Bertho Gransgeg, 11 mois. Pourquoi tu as changé ton pseudo? C'était très bien, Bertho Gransgeg. Tu as honte, c'est ça? Oh, écoute, y a pas d'honte à avoir un gros zizi, hein. S'il est trop grand, t'arrives même pas à amener du sang dedans, c'est ça, il tombe jusqu'au genou. J'avais un pote comme ça. J'avais un pote comme ça qui avait un trop gros zizi. Et il avait des problèmes. Tu vois, ça lui tombait jusqu'au genou et il nous disait, bah j'arrive pas, je bande mou. Tu vois, Bertho Gransgeg. C'est ton problème, c'est pour ça que t'as changé de pseudo. Oh, t'inquiète, hein, ça arrive à tout le monde, hein. Regardez Shanghae 6, ça. Hop là. Donc ça ramène des échantillons lunaires. Mission de malade, hein, qu'ils ont réussi les Chinois. Voilà. Il y avait déjà les hélicos et tout qui attendaient. Oh, Jialing, 19 mois. Merci mec. C'est du réutilisable. Non, les Chinois font pas de réutilisable. Pas encore en tout cas. Pas encore. Sans aucun doute que ça va venir. On sait que ça bosse dur. Et même là, je vous montre pas toute cette semaine. Mais ça bosse très très dur en Chine pour du réutilisable. C'est qu'une question de temps avant qu'ils y arrivent. Donc ouais. Et 2 jours après, même pas, il y avait... Alors, les Chinois tirent aussi comme des zinzins. Hein. Vous aviez une longue marche de C. À quand la suite du Gondor? Mais vous me faites chier avec le Gondor. Demain matin. Putain, je suis en train de faire un exposé. J'ai 1 heure d'exposé. Les mecs viennent me faire chier avec le Gondor, quoi. Incroyable. Mal appris, va. Donc ouais, matez-moi ça. C'était une longue marche de C en partenariat avec le CNES. Donc ça a amené à sûrement un truc scientifique à la con. Hop là. Oh Vladou. Merci mec. Qui retournera sur la Lune en premier, les Américains ou la Lune? Pardon. Qui retournera en premier, les Américains ou les Chinois? Je mise sur les Chinois.
Merci Vladou. Matez le monstre. Donc c'est du booster solide, hein, longue marche de C. Booster solide, c'est un missile balistique, hein, pour faire simple. Hein. Le souci donc de cette longue marche de C, le petit souci de cette longue marche de C, donc en partenariat avec le CNES, c'est qu'elle a eu un petit souci au moment de la séparation d'étages. Est-ce qu'on peut appeler ça un petit souci? C'est quelques minutes plus tard. C'est quelques minutes plus tard, donc pas loin. C'est le premier étage qui retombe. Sur les gens. Hein. Village. Hein. Hein, on va la remettre, hein, au cas où vous n'auriez pas vu. Hein. C'est la même fusée. Hein. Ce que vous voyez là, la fumée jaune, c'est pas des fumigènes, hein. C'est du tétrotoxyde d'azote. Attendez, j'ai les noms des produits là. C'est du tétrotoxyde d'azote et de diméthylhydrazine asymétrique. Hein. Tout ça, c'est hautement cancérigène et compagnie. Hein. Et ils s'en battent les couilles. C'est bon à respirer. Mec, si tu respires ça, t'es mort. C'est hautement toxique, c'est récurrent. Les Chinois n'ont rien à péter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, je te résume en une phrase, les Chinois n'en ont rien à péter. Ils ont même pas commenté ça, ils s'en foutent. Ils disent, pour te résumer en une phrase, allez vous faire enculer. C'est ça. Voilà la politique chinoise. Donc c'est hautement toxique ce qu'on a vu là. Et ils font retomber ça sur les villages. Vous avez le booster qui est tombé sur une route. Bam. Voilà. C'est comme ça qu'on fait le spatial en Chine. Et c'est vrai que ça fait grincer des dents. Mais c'est la Chine. Donc là, le CNES était associé à ça. Alors il y avait les mecs du CNES qui étaient là. Oh merde, oh putain. L'intérêt de l'une, c'est l'eau. Oui, c'est l'eau. Absolument. C'est l'eau. L'eau, tu le casses. Ça fait de l'hydrogène et de l'oxygène. Et tu peux faire du carburant pour fusée. Sans aucun problème avec ce qu'on appelle de l'hydrolox. Donc ouais. Voilà. Les Chinois ont fait le meilleur et le pire en une semaine. C'est sport. C'est sport en Chine là. Les Chinois ils étaient déter. Ils étaient déter. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien du tout. Hein. Bon bah parce que aux États-Unis, la semaine a été incroyablement chargée cette semaine. Et grand professeur, je suis un expert en expertise mec. Hein. Je suis pas un professeur. Hein. Je passe juste des heures sur Twitter chaque semaine. Et au final... Twitter est un incroyable outil d'information, malgré ce que certains disent. Voilà. N'hésitez pas à utiliser Twitter, et pas pour faire de la politique, mais pour aller voir des sujets un peu plus scientifiques ou technologiques. C'est magnifique. De repartir le 2 juillet. Non. On va reparler de Starliner, ils ont encore eu des soucis. Parlons de la Vulcan. Vous vous rappelez que la Vulcan avait été embarquée, direction le Cape. Elle est arrivée au Cape, la Vulcan. Donc la Vulcan doit être stackée... très prochainement, et normalement, la Vulcan devait avoir Starliner. 45 jours, c'est le nom c'est la durée de la mission au total. Normalement, deuxième quinzaine de juillet, Starliner. Donc la... Starliner, oui, Starliner. Donc la Vulcan est arrivée au Cape pour être stackée avec Starliner quand la nouvelle est tombée que Starliner avait quelques soucis. Le problème, c'est que ULA est désespéré pour tirer la Vulcan. Ils doivent tirer la Vulcan le plus rapidement possible. Ils ont été mis en demeure, en tout cas Boeing et Lockheed Martin ont été mis en demeure par les Space Force et le Pentagone pour ne pas avoir respecté les clauses du contrat avec les Space Force. Et il faut qu'ils valident la certification. Il leur faut 2 vols réussis de certification. Ils ont réussi un premier vol il y a quelques mois. Et il leur faut le deuxième vol. Donc ils espéraient faire coup double, tirer Dream Chaser et en même temps valider la fusée. Le problème c'est que Dream Chaser est en retard. Genre ça a été annoncé là, Dream Chaser en retard, et les huiles du LA ont pris la décision de tirer la Vulcan à vide pour le prochain vol. La Vulcan va voler à vide. Ils sont tellement désespérés pour la tirer qu'ils vont tirer la fusée vide, avec juste comme ça, pour avoir la validation des Space Force, parce qu'après ils ont déjà une mission qui est prévue pour les Space Force avant la fin de l'année, et il faut que ça parte. Genre il faut que ça parte très très rapidement. C'est un truc de malade hein. Comprenez que de tirer à vide. Hein. C'est pas SpaceX qui peut se permettre de balancer des fusées à tout bout de champ. ULS c'est plus compliqué, c'est une fusée neuve.
et ils vont tirer à vide. C'est super. Mais c'est la loi américaine, et voilà, hein, et que ça parte bien. Ah, ça, voilà. Il n'y a pas Dream Chaser sur Vulcan, si. Mais ça devait décoller sur la Vulcan, mais Dream Chaser est en retard. Comprends que si la charge utile est en retard et pas prête, bah ils peuvent pas tirer, la charge utile est pas prête. Mais eux sont prêts à tirer. Donc ils vont choisir de dire merde à la charge utile, ils vont dire merde à Sierra Space, et ils vont tirer à vide. Bienvenue dans le monde du spatial. Surtout qu'au même moment, vous avez Tori Bruno, donc le patron de ULA, qui nous partage ça. Ça, c'est les 2 prochains moteurs de la prochaine Vulcan. Donc il semblerait que Blue Origin ait fait quand même des vachement bons progrès pour lancer la production des BE4. Et là, vous avez 2 nouveaux BE4 certifiés vol qui arrivent, pour faire simple. ULA a tous ses moteurs pour faire ses 3 vols cette année. Le problème, c'est que bah, les charges utiles ne sont pas prêtes. La charge des Space Force est déjà prête pour le 3e vol, mais il leur manquait Dream Chaser pour le 2e vol. Donc ils vont prendre la décision de tirer à vide parce que Sierra Space n'est pas prêt et qu'il faut à tout prix qu'ils tirent parce que les Space Force, ils s'en foutent de Sierra Space. ULA peut se permettre de dire merde à Sierra Space et à Dream Chaser, mais ils peuvent pas se permettre de dire merde aux Space Force. Et ils ont trop besoin de ce contrat. Donc ils vont tirer à vide. Volera comment? On n'en sait strictement rien. Peut-être Q1 2025. Parce que je pense pas que les Space Force vont accepter que le 3e vol se fasse sur... ouais, le 3e vol, c'est pour les Space Force. Aucune idée. Ils n'ont pas communiqué dessus. Mais je pense que Dream Chaser va être le dindon de la farce. Et va basculer sur Q1 2025. Très probablement. C'est de leur faute, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts, hein. À propos de Blue Origin, là on parle des moteurs BE4. Mais Dream Chaser sur Falcon Heavy. La Falcon Heavy a déjà un planning chargé là pour les prochains mois. Et je suis pas sûr, ouais, je suis pas sûr qu'elle ait je sais pas, les performances pour. À voir. La grosse nouvelle, on va parler de Starship. On va parler de Starship à Cap Canaveral. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de Starship quand ça vole de Boca Chica et de la 2e tour qui va bientôt commencer la construction à Boca. Mais on oublie que Starship va avoir vocation à long terme à décoller de Cap Canaveral. Vraiment, ils vont avoir 2 pads à Cap Canaveral. Ils ont déjà la Star Factory qui est terminée. Il y a les infrastructures qui sont là. Et cette semaine, Blue Origin a demandé à attaquer SpaceX officiellement à la FAA. Donc c'est une attaque judiciaire en règle, en demandant à la FAA de caper, de limiter le nombre de tirs de Starship par an depuis Cap Canaveral. Sachant qu'on sait qu'ils vont beaucoup tirer du Starship, ça va vraiment beaucoup tirer. Blue Origin demande officiellement à la FAA de limiter le nombre de vols de Starship par an, pas d'interdire, hein, mais de limiter le nombre de vols de Starship pour plein de raisons, des raisons entre autres écologiques, blablabla. Bla bla bla. Et on sait surtout que... Alors, j'ai vu beaucoup de gens être très agressifs par rapport à ce genre de pratique. Alors, on les appelle sous Origin aussi, sous pour... voilà, SUE, c'est quand vous amenez quelqu'un devant les tribunaux, vous le jugez sous Origin, parce que, voilà, Blue Origin n'est jamais allé... Ils ont les chocottes. Alors, moi, je peux comprendre pourquoi ils font ça, et ils ont tout à fait raison de le faire. Ils doivent le faire. Faut comprendre qu'ils n'ont pas tort non plus. L'arrivée de Starship à Cap Canaveral va avoir un énorme impact, ne serait-ce que sur l'activité et le travail des gens qui y bossent. Quand Starship va décoller, ils vont devoir évacuer tout un périmètre, y compris les gens des autres compagnies. Là, pour l'instant, au Texas, c'est Boca Chica, ça va, ils sont tranquilles entre eux. Mais au Cape, quand ils vont devoir faire évacuer tout sur 2-3 km, comprenez qu'ils vont fermer les routes, ils vont fermer les gens qui bossent sur les autres pads à côté, et ça inclut ULA et Blue Origin. Et Tori Bruno a confirmé, ouais, nous aussi, ça nous fait particulièrement chier de devoir fermer, de ne pas pouvoir bosser pendant une journée, parce que Starship viendra décoller. Donc ils ont décidé de, entre autres, ça attaque la concurrence. Mais bien sûr. Alors, comme je dis, j'ai vu beaucoup de gens, oui, ils ont pas, c'est pas bien de faire ça, Blue Origin, vous êtes salés, vous êtes nuls. Certains peut-être connaissent SpaceX depuis pas longtemps, mais vous savez que SpaceX a aussi beaucoup utilisé l'arme juridique de cette façon. Hein. Aujourd'hui, ils le font un peu moins, parce qu'ils n'ont pas besoin. Mais SpaceX, à ses débuts, a mis des bâtons dans les roues de tout le monde à coups de procès comme ça.
SpaceX. Peut-être que certains étaient trop jeunes pour suivre le spatial, mais quand ULA est né, donc de la fusion de la branche aérospatiale de Boeing et de Lockheed Martin, ça a violé, entre autres, potentiellement certaines lois antitrust, de monopole. Et donc ULA, la nouvelle ULA s'était arrangée avec le Pentagone pour pas faire monter les prix des tirs pour des Space Force, et malgré cela, SpaceX avait attaqué Boeing et Lockheed Martin, avait attaqué autour des lois antitrust pour empêcher la formation de ULA. Donc, et SpaceX avait aussi attaqué la NASA, avait aussi attaqué les Space Force pour certains contrats. Donc c'est très commun dans ce milieu. On parle quand même de contrats parfois qui valent des milliards. On parle quand même de sommes dingues, de survie à long terme. Ils ont raison de le faire. Ça va sûrement pas passer, ça. Ça va sûrement pas passer, mais... Sûrement. Mais ils doivent essayer. Ils doivent essayer, l'option est sur la table. Et c'est commun dans ce milieu-là. Et SpaceX, eux aussi, ont eu leur part de procès en leur faveur parfois en leur défaveur. Mais c'est normal. C'est normal. Et je comprends pourquoi ils le font. Ils ont raison de le faire. Ils ont raison de le faire parce qu'en effet, l'arrivée de Starship va bousculer beaucoup de choses à Cap Canaveral en termes d'habitude de travail. Et ça va faire chier certains. Absolument. Et après, voilà. Ils ont qu'à tirer plus et voilà. Mais écoutez, je suis moi-même un SpaceX fanboy. Mais je comprends pourquoi ils le font. Et ils ont raison de le faire. Ils ont tout à fait raison de le faire. Pourquoi ils seraient forcés de tirer de Cap Canaveral? Tu veux qu'ils tirent d'où? Je te pose la question. Tu veux qu'ils tirent d'où, SpaceX? Les gens ne se rendent pas compte de la complexité et du manque d'emplacements disponibles pour tirer des fusées aujourd'hui sur la côte ouest, côte est US. Il n'y a pas beaucoup d'emplacements. Et Cap Canaveral est parfait. De Guyane, ils n'ont pas le droit. S'ils veulent tirer des charges utiles pour les Space Force, il faut tirer depuis le sol américain. Tu ne peux tirer que du Texas et de Floride, absolument. Alors non, tu peux aussi tirer de Virginie, mais malheureusement tous les emplacements sont déjà pris. Et il n'y aurait pas les infrastructures, il n'y aurait pas la place nécessaire pour accueillir Starship avec la Star Factory qui va aussi. Les Chinois ne se merdent pas avec ça. Les Chinois, c'est un autre monde avec d'autres régulations. Vous savez, heureusement qu'il y a la FAA et qu'il y a toutes ces réglementations. Parce que vous voulez pas avoir des boosters. Vous imaginez voir les boosters de Starship qui tombent sur des gens? Vous avez vu la taille des machins? Les Chinois, eux, ils en ont rien à foutre. Vandenberg, peut-être. Vandenberg, en fait, c'est pas les mêmes tirs. Faut comprendre que Vandenberg, tu pars pas dans les mêmes directions. Tu vois? Tu veux toujours essayer de tirer dans le sens de la rotation de la Terre. Tu veux aller vers l'Est. C'est pour ça qu'on tire depuis la Guyane. C'est pour ça qu'on tire depuis la Floride et qu'on tire depuis le Texas. C'est qu'on veut essayer d'aller dans le sens de rotation de la Terre. Tirer de Vandenberg, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus optimal. Et c'est pour certaines orbites bien particulières. Donc vous voulez être au bord de la mer, vous voulez être dans un endroit où il n'y a absolument personne, les emplacements sont rares, peut-être Hawaï. Ça serait compliqué, et techniquement possible. Maintenant, il faudra trouver un emplacement totalement grand, libre, sans impact écologique et tout ça. Chaud, hein. Orbite polaire pour Vandenberg, ouais, c'est pour ça que ça part généralement plein sud. Donc ouais, ça a fait grand bruit dans le spatial, ça c'est du drama qu'on aime, ça. Ça c'est du petit drama, là, au petit matin. Et Elon Musk, généralement, il a Twitter facile, et puis il a écrit sous Origin, oh là là, c'est bon ça, c'est bon ça. Pourquoi ne pas tirer depuis le Mexique pour SpaceX? Ah, oh, quelle idée de génie! Comme ça, tu pourrais contourner toute la réglementation américaine, pas de FAA, rien. Oh, tu crois qu'il va se passer quoi avec la NASA et les Space Force si tu fais ça? Si tu tires depuis un sol étranger, ça marchera pas, ça. Pourquoi tu crois que toutes ces compagnies, elles veulent tirer depuis le sol US? Parce que c'est comme ça qu'elles ont du contrat américain. Ah, depuis Boca Chica, mais Boca Chica, c'est pas au Mexique, pépère. C'est au nord du Rio Grande. Boca Chica, c'est aux États-Unis. Il faudrait déplacer Boca Chica de 1 km vers le sud pour avoir la frontière mexicaine. Vous pourrez pas faire tirer autrement Starship que depuis le sol américain, pour le moment en tout cas. Bon, c'est pas le sujet. Ouais, Starliner. Starliner devait arriver, rentrer le 2 juillet. Ça a encore été décalé. Deuxième quinzaine de juillet. Alors j'ai vu parfois des titres les alarmes. Oh, ils ont 2 astronautes abandonnés. Non, non, non. Ils en profitent pour faire plein de vérifications à la con et tout.
Mais ouais, c'est pas une belle image. Hein, c'est pas une belle image. Une reconversion de Guantanamo. Eh, Guantanamo pourrait être pas un mauvais choix. Hein. Quoique, je suis même pas sûr. Hein. Donc ouais, ils vont... Eh, au moins, ils étaient prévus pour rester quelques jours. Ils vont avoir une sacrée balade à bord de l'ISS, hein, les deux astronautes, là. Hein. Eux, ils sont contents, hein. Ils se frottent les mains. Hein. Mais ouais, en termes d'image pour Boeing, c'est pas une bonne image du tout. Mais hey, l'image de Boeing, elle est déjà dans les toilettes, avec la chasse tirée, avec un énorme étron depuis très longtemps. Hein, l'image de Boeing, c'est devenu une farce. Voilà. C'est pas du Starliner, c'est totalement du Starliner. La NASA raconte des conneries. On a les sources en interne qui contredisent ça totalement. Mais c'est juste qu'ils veulent pas être alarmistes et ils disent non, non, ils analysent de la data. Pour faire simple, ils analysent de la donnée et ils bouffent de la data. Voilà. Quelle confiance pour les astronautes qui vont descendre après ça. Ça va. Comme je dis, ils en profitent pour analyser les systèmes et tout, je pense. Tout simplement. Ils bouffent de la data. Pour voir... Parce que c'est quand même un sacré tas de merde. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais ils ont pris quand même plus de 4 milliards de dollars, 2 fois plus d'argent que SpaceX. 2 fois plus d'argent de SpaceX. Ils ont 4 ans de retard pour le même vol. C'est une honte. C'est une honte, Starliner. C'est une abomination. Bon, à propos d'abomination, laissez-moi voir un petit peu où j'en suis. Cette semaine, il y a une autre grosse news qui est tombée. C'est un contrat de la NASA, un contrat qui est passé assez en sous-marin, qu'on n'a pas entendu parler, qui est, la NASA a demandé il y a quelque temps un véhicule pour désorbiter l'ISS. Et oui, l'ISS arrive en fin de vie, et il va falloir la faire rentrer dans l'atmosphère, si possible sous contrôle. Et la NASA a donc demandé aux compagnies américaines qu'on connaît, ULA, Blue Origin et tout, ont donc demandé un véhicule pour désorbiter l'ISS. Un véhicule pour désorbiter avec un énorme contrat à la clé, presque 1 milliard de dollars. Ça laisse rêveur, hein. Je crois que c'est 850 millions de dollars, presque 1 milliard. Et c'est SpaceX qui a remporté le contrat. C'est terrible. Mais SpaceX rafle tous les machins énormes parce que, bah... Alors on savait pas trop s'ils allaient utiliser un Starship, mais visiblement ils vont utiliser un Crew Dragon modifié et ils vont désorbiter. L'ISS pour 2030. Et SpaceX donc vient de récupérer un très très gros contrat... à l'environ, ouais, environ 2030, à 843 millions de dollars. C'est indécemment élevé, ça sort de nulle part, et visiblement, il n'y a même pas eu de poursuite. Généralement, un gros contrat comme ça, dans la foulée, vous avez le GAO, Government Accountability Office, donc qui est l'espèce de Cour des comptes américaine qui est saisie par les concurrents. Là, le GAO n'a même pas été saisi, visiblement. Peut-être même que SpaceX était les seuls dans le contrat. Le contrat est passé totalement sous les radars. Moi, j'ai rien lu là-dessus. C'est un très très gros contrat pour SpaceX. Hein. Vous sortez presque 800 millions de dollars là d'un claquement de doigts comme ça. Et pour du 2030, voilà, tranquille. Hein. La station, il y a aucun remplacement dans le projet ici. La NASA a lancé tout un projet il y a plus d'1 an de station spatiale privée. Donc on a entre autres Blue Origin et compagnie, Orbital Reef et toutes ces conneries. Voilà. Donc ouais, Attends, Donatello, on reparlera de la Falcon Heavy. Je vais t'expliquer pourquoi c'est plus rentable de faire ça que de les mettre à la flotte. Il y a des raisons logistiques à cela, tout simplement. Hop là. Donc ouais, la NASA a un budget dingue vu tout ce qu'il paye. Tu sais que c'est l'entité fédérale qui a le plus petit budget des États-Unis. Ils ont 23-24 milliards de dollars par an dans ces eaux-là, ce qui est pas beaucoup. En comparaison, la défense, c'est 800 milliards de dollars, l'argent officiel. Avec les caisses noires, tu dois monter à plus d'1 trillion. Donc la NASA n'a pas beaucoup de budget, justement. Par rapport à ce qu'elle voudrait faire, elle est obligée de faire des choix terribles et de sabrer de la science et tout ça. Mais le budget monte. Le fait qu'il y ait la Chine qui soit sur les dents, ça fait peur à tout le monde. Donc mine de rien, la NASA récupère de l'argent tous les ans. Et c'est très très bon signe. Oh là là. Et maintenant, le désastre. Et en Europe, ouais, j'ai pas envie de parler de l'Europe. Bah si, malheureusement, j'ai pas le choix. Cette semaine, il y avait un salon de l'espace. Et il y avait pas mal de pontes européennes qui étaient présentes.
Là, vous avez entre autres une interview avec, avec Tony Tolker Nielsen, qui est une des huiles de l'ESA qui touche tout le transport spatial et tout ça, d'accord? Donc quelqu'un d'assez important quand même dans le milieu. Et on avait une interview à propos du futur du spatial avec l'arrivée de Starship. Et... j'ai jamais vu un tel aveu de faiblesse. J'ai même pas envie de le relire. Mais pour faire simple, c'est une capitulation totale des Européens devant SpaceX. Les mecs disent « Oh non, mais on veut pas faire de compétition de quoi que ce soit. On va survivre avec notre marché européen. Starship ne sera pas... ne va pas être un game changer de quoi que ce soit dans l'industrie. » Et le problème, c'est que j'ai déjà entendu ça. En 2012-2013, vous aviez les mêmes huiles de l'ESA et d'Arianespace en conférence qui disaient « Non, mais le réutilisable, ça sert à rien. » Et c'est une catastrophe pour le spatial européen. Vous le trouverez facilement, l'interview, là. Mais... même Ariane 6, il parle de Ariane 6. Et le mec dit clairement « Non, mais Ariane 6, on va pas en tirer beaucoup. Hein ? On va pas en tirer beaucoup d'Ariane 6. On va en tirer juste 5-6 par an. On n'a pas besoin d'en tirer beaucoup. On n'est pas en compétition avec la Falcon 9. » Ce qui est une catastrophe de penser ça. C'est plus qu'un aveu d'échec. C'est un désastre. Parce qu'il y a de l'argent en Europe. Hein. Il y a de l'argent, vous ne méprenez pas. Mais le but, c'est de faire circuler l'argent. C'est pas de faire de l'innovation. Et quelques jours après ça, quelques heures, vous avez la news qui est sortie. Donc vous avez cet article qui a fait grand bruit. Hein. Ça a fait grand bruit dans le Twitter de l'espace. On était là, mais vous êtes sérieux? Comment vous pouvez dire ça, putain? Genre, c'est quoi ce manque de couilles? Comment vous pouvez dire, non, mais c'est bon, on est battu. On est battu, on va survivre avec nos petits contrats européens entre nous. Joseph H. Barrer, le patron de l'ESA, qui commente une rupture de contrat d'un partenaire européen majeur avec Ariane 6. Ce partenaire européen majeur, qui n'est pas un industriel privé, qui est carrément une entité européenne, l'Organisation européenne de l'exploitation des satellites météo, qui avait un contrat avec Arianespace pour tirer sur le 3e vol d'Ariane 6. Les mecs ont décidé, il y a 2 jours de cela, et c'est Le Monde qui a sorti le scoop, ils ont décidé d'annuler leur contrat avec Arianespace. Donc c'est une entité européenne, vous comprenez que c'est même pas un industriel européen, c'est une entité indépendante européenne, financée avec de l'argent de la Commission européenne et vos impôts, qui a dit, on en a marre, on n'est pas d'accord avec ce que Arianespace nous propose. Et les mecs ont dit, on va aller voir Elon Musk. Et ils vont nous tirer sur une Falcon 9. Vous voyez le fist? Le fist, là, vous voyez mon fist, mon poing? Ça, c'est l'anus de l'ESA et de la Commission européenne. Et ça fait ça. Et ça ressort sans toucher les bords. Incroyable. Et vous avez donc Joseph H. Barrer qui se plaint. Je suis surpris de la décision de EUMETSAT, qui est l'European Organization for l'exploitation des satellites, de choisir SpaceX à la place de Ariane 6. Comprenez qu'ils ont annulé le contrat avec Arianespace. Hein. Ils ont juste dit, on n'est pas d'accord par rapport aux conditions. Et je vais expliquer pourquoi ils l'ont fait. Hein. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient là, oh c'est pas bien de faire ça et tout. Ils ont tout à fait raison de faire ça. Parce que c'est Arianespace qui est en violation de contrat par rapport à ce qu'ils avaient promis. C'est difficile de comprendre, et surtout que Ariane 6 est sur le point de décoller le 9 juillet, comment ils ont pu annuler blablabla. La fin de la crise des lanceurs est quasiment à portée. Maintenant, il est temps que l'Europe doit supporter l'espace. Ben ouais, mais... Donc pourquoi? Quelqu'un sait pourquoi on a rupture de contrat? Pourquoi est-ce que cette agence européenne de l'exploitation des satellites météo a décidé de dire merde à Arianespace? Ce qui est incroyable, hein, parce que c'est une révolte de certaines institutions, et entre autres des industriels, qui disent merde à Arianespace. Arianespace, pendant des années, a profité d'un monopole étatique. C'est-à-dire que, on est les lanceurs européens, vous devez tirer par nous. Depuis la guerre en Ukraine, ce monopole a volé, parce que Ariane n'a plus de fusée. Trop cher, entre autres. Déjà trop cher. Et oui, trop cher, sans aucun doute. Il y a une raison technique à cela.
Pour faire simple, le satellite météo qui devait décoller, Ariane Espace avait promis de fournir ce qu'on appelle la version Ariane lourde, avec 4 boosters. Et donc il devait fournir une Ariane 6 un peu plus évoluée. Et le problème, c'est que Ariane n'a pas ça dans les stocks. Donc ils ont dit à l'agence d'exploitation blablabla, désolé, on va vous tirer avec la version légère d'Ariane 6. Et c'est à votre satellite de finir la performance. Donc pour faire simple, quand vous brûlez le carburant de votre satellite, bah, sa durée de vie, elle va descendre. Et ça, c'est une violation du contrat, sans aucun doute. Et les mecs de l'organisation européenne de l'exploitation des satellites météo n'ont pas accepté ça de la part d'Ariane Espace. Et on dit merde à Ariane Espace. On pris le téléphone et on a appelé Elon Musk. Salut, vous avez une Falcon 9 de dispo? Voilà ce qu'on veut. Et visiblement, ça passe. Sans compter qu'il y a l'aspect financier, ou très probablement qu'une Falcon 9 vaut sûrement entre 20 et 30 millions moins cher que Ariane 6. Vous mettez tout ça ensemble, et vous avez une agence européenne officielle qui vient de planter un énorme couteau dans le dos à Ariane Espace. C'est bien fait pour leur gueule. C'est tellement bien fait pour leur gueule. Il fallait respecter le contrat, il fallait être compétitif. Ils ont failli dans ces deux cas. Et vous avez, eux là, qui sont partis voir la concurrence, qui vont... SpaceX va se faire un plaisir de récupérer l'argent et de mettre ce satellite en orbite avant même le vol de la Ariane 6 qui était dispo. Gain de temps, gain d'argent et gain de vie à long terme en plus de ce satellite. C'est un truc de dingue. Parce que c'est pas fini. Le jour avant ça, vous voulez du drama? Attendez. Il y en a encore. Il y avait, comme je dis, là, il y avait ce salon européen, ça date du 26 juin. D'ailleurs, je vous invite à aller suivre Andrew Peterson, qui est un des journalistes spatial européens, qui fait du très bon boulot. Écoutez ça. Donc, il y avait toutes les huiles et toute la racaille. Ariane Espace voudrait forcer la préférence européenne. Charlotte Lang, alors c'est la chef des affaires publiques d'Ariane Espace, voudrait forcer, via des lois, donc via la Commission européenne, forcer les Européens, tant les institutions que les industriels, à tirer uniquement sur des roquettes européennes. C'est incroyable. Ça, c'est officiel, hein. Les mecs l'ont dit en interview, on voudrait bien que l'EU fasse passer des lois pour forcer les industriels et les institutions à passer uniquement par des lanceurs européens. C'est beau. Vous vous rendez compte? Ce foutage de gueule, nous sommes nuls, voilà. Jambon fromage résume parfaitement. Nous sommes nuls, nous allons faire des lois. Nous ne sommes pas capables d'innover, alors on va imposer via des lois. C'est un énorme aveu d'échec. Au lieu de faire une fusée compétitive, du protectionnisme, oui. Mais le problème, c'est que le protectionnisme, c'est bien. Mais ça a ses limites. Comment ils vont faire pour tirer tous les contrats qu'ils ont là? Comprenez que les industriels, là, par exemple, là, l'industriel, je vous remets je vais rien vous remettre du tout. Le satellite, là, de la commission, voilà. Une des raisons qu'on peut aussi évoquer, vous avez 6 Ariane 6 par an et peut-être 15 charges utiles. Comprenez que stocker un satellite de pointe, donc un satellite géostationnaire bourré d'équipements super sensibles, ça coûte incroyablement cher. Donc c'est bien de faire du protectionnisme. Mais le protectionnisme, c'est bien dans les politiques, dans les rêves des politiques. Dans les faits, c'est que l'argent domine. Et à un moment, il va falloir payer les factures de toutes ces charges utiles qui pourrissent dans des hangars parce qu'on n'a personne pour les mettre en orbite. Bah ouais, c'est bien beau de faire du protectionnisme, mais elles sont où les fusées? Si tu fais du protectionnisme, c'est bien, mais il va falloir assurer tous les tirs que t'as. Sans compter que Ariane, ils se font bouffer aussi par Kuiper et par Amazon qui a commandé une chier de fusée. Donc c'est normal que les industriels se barrent. Parce que Ariane Espace est incapable de fournir les fusées. Où sont les fusées? Elles sont pas là. Donc les mecs se barrent. Donc c'est bien beau de vouloir légiférer et de vouloir faire passer des lois pour forcer les industriels, mais qui va payer les factures pour les satellites là, qui vont rester pendant des mois dans des hangars pressurisés, à des températures parfaites et tout? C'est qui va payer tout ça?
Vous croyez que les industriels, ils vont accepter ça? Donc là, vous vous retrouvez, ce que je répète depuis longtemps, c'est que le monopole d'Ariane 6 a volé en éclats avec la guerre en Ukraine, vu que les Russes n'étaient plus là pour tirer pour Arianespace. Et que là, vous voyez Arianespace moribonde qui essaie de s'accrocher à tout prix à son monopole, sauf que ça ne marche pas. Parce que la réalité de l'industrie rattrape la Commission européenne et tous ces connards qui ont pensé qu'on pouvait faire de l'industrie du spatial à coup de loi. Sauf que c'est pas à coup de loi que vous faites du spatial, c'est à coup d'innovation. Et de performance, de compétitivité et d'innovation. Et là, vous voyez SpaceX qui non seulement récupère des contrats à 800 millions de dollars à la NASA, mais vient littéralement, sans dire un mot, braconner sur les terres européennes en mode « Bah nous, on dit rien, on est juste compétitifs. Et on a des fusées, regardez. Vous avez besoin d'une fusée dans un mois? On a une fusée dans un mois. C'est quoi votre charge utile ?» Ils sont victimes de leur succès, SpaceX. Voilà. Ça fera du contrat pour les micro-lanceurs européens. Le problème, c'est que là, c'est des satellites géostationnaires, c'est du bus. Les micro-lanceurs pourront pas tirer ça. Donc, Arianespace est au bout du rouleau. Et ce que vous voyez là, c'est simplement Arianespace qui veut s'accrocher à tout prix, avec les griffes, à son monopole. C'est beau, c'est beau, c'est beau. À propos de SpaceX, on avait cette semaine une Falcon Heavy au pad. Il y a 2 ans, ça aurait été l'événement, un des événements de l'année, un des plus gros tirs de l'année. La Falcon Heavy, jusqu'à la SLS et Starship, était la plus puissante fusée en service. Et là, quasiment tout le monde s'en foutait. Ils ont tiré en plein jour, un tir incroyable. Donc ils tiraient un satellite géostationnaire météo de la NASA. Nouvelle génération, un énorme truc de plusieurs tonnes. Pour ça, ils ont amené le monstre. On n'avait pas eu de Falcon Heavy cette année. On aura une autre Falcon Heavy en fin d'année pour Europa Clipper. Mission d'exploration de dingue, là on sera en live. C'est important. Et au bout du rouleau pour une propre renaissance. Non. Non, je pense que Ariane est dans le mur. Et qu'ils vont... Ça va devenir une petite compagnie de lancement qui tirera des petits contrats pour les Européens. Et la majorité de tous les gros contrats iront à SpaceX désormais. Ils sont foutus, Arianespace. Ils sont dans le mur avec Ariane 6. Ouais, Europa Clipper en octobre. Normalement, oui. Normalement, oui. Donc là, encore, comme d'hab, c'est souvent le cas, le booster central va être balancé à la flotte. Et les 2 boosters latéraux, B1072 et B1086, se sont retournés poser. On va pas regarder le tir. Le tir était magnifique en plein jour, là. Oh là 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 là. La dernière fois, on a parfois des tirs La Falcon Heavy, c'est pas tout le temps des beaux tirs, des fois c'est de nuit, des fois c'est dans la brume. Et les boosters sont retournés se poser en plein jour. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui regardaient ça directement au Cape, des centaines de milliers en live. Et les 2 boosters sont retournés se poser directement, donc B1072 et B1086 à Cap Canaveral. La vidéo est incroyable. Ça, c'est des mecs qui ont pris ça à Cap Canaveral, un mec avec son gamin. Premier booster. Yeah, that's one. Ça rallume. Et il y a le deuxième qui arrive. Yeah. Incroyable, hein. Vous avez entendu le mur du son? Donc, comprenez que là, ils sont à plusieurs kilomètres, hein, vu que la fusée fait 50 mètres de haut. Ils sont à plusieurs kilomètres. Écoutez bien les 2 murs du son. Les 2 boosters, chaque booster a franchi le mur du son. Écoutez. Vous avez entendu? Yeah. Les 2 murs du son qui arrivent en décalé. Ah oui, la vitesse du son, 300 mètres par seconde. Je vous le remets. Premier mur du son. Yeah. Et le deuxième. Oui, c'est des boosters neufs. Absolument. Tout était neuf sur la fusée. Là, les 2 boosters habituels seront sur Europa Clipper. Magnifique. Donc un tir parfait, tout le monde était content. C'est incroyable, hein. Comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ont découvert le SpaceX avec le premier tir de la Falcon Heavy, les 2 boosters qui retournent se poser. C'est encore incroyable aujourd'hui, hein. C'est... Ouais, un autre monde, hein. Un autre monde. Donc ces boosters, ils vont être réutilisés, hein. Voilà, les voilà qui se posent. Ils sont à 2,5 km sur la vidéo, ouais c'est ça correspond. Donc on a du mal à croire qu'ils fassent... c'est des Falcon 9, hein.
Sacré bébé. Voilà. Et donc ouais, un très très beau tir. Un très très beau tir. Alors, quelqu'un m'avait posé la question sur Twitter. Pourquoi ils ne les foutent pas à la flotte? C'est une bonne question, un parachute. Et plutôt que de perdre du carburant... Hein. Non, ta soirée électorale, je fais du Age of Empires 2 demain. Hein. Donc ouais, plutôt que de perdre... Parce que là, vous rallumez les moteurs. Donc vous perdez du carburant. Ce qui veut dire que vous perdez de la performance. Est-ce que ça serait pas plus simple de mettre un gros parachute et de les foutre à la flotte? Le stealth, c'est la corrosion, absolument. Le pire ennemi des fusées, c'est des foutre dans l'eau de mer. Ce que vous voyez là, c'est rempli d'électronique. Vous ne voulez pas les foutre à la flotte. Mettre une fusée à la flotte, ça va être compliqué. Vous allez devoir tout démonter, pièce par pièce. Et ça va peut-être vous coûter plus cher en logistique que si vous perdez de la performance, mais que vous les faites se poser tranquillement, gentiment. Là, le hangar, il est pas loin hein, pour les réutiliser. Hein. Là, ils viennent les chercher, ils les amènent au hangar. En quoi? En 2 heures, elles sont en hangar, en train d'être réparées. Donc là, vous avez... donc c'est pour des raisons logistiques. Logistique et pratique. Sur des flotteurs qui se gonfleraient à l'amérissage. Non, non, mec, tu veux pas que ça approche de l'eau de mer. Un revêtement anticorrosif. Mais vous comprenez pas? L'eau, elle va rentrer par les moteurs, dans vos tuyères et tout. Vous avez c'est des bijoux. Vous voulez pas que votre flotte... Enfin, dessous, c'est creux. Et il se passe quoi s'il y a de la mer et qu'il y a des vagues? Hein? Tu dois tirer quand c'est le calme plat. C'est pas rentable en termes d'équipement. Sans compter que vos parachutes et vos équipements, là, ça pèse combien de tonnes? Bah ouais, votre parachute, ça a un poids. Ta peinture anti-corrosion, tous vos équipements, là, ça a un poids. Est-ce que ton poids, au final, ne vaut pas le poids du carburant que tu vas utiliser pour la poser dans une énorme piscine d'eau? Mais pourquoi tu veux les foutre à la flotte, ces pauvres boosters? Tu ne veux pas que les boosters aillent près d'une source humide. Hein? Tu ne veux pas que ça aille près d'une source humide. D'eau salée, surtout pas. D'eau douce, pas non plus, si possible. Il fait aussi un banc supersonique à l'atterrissage, oui. Les mettre à la flotte, tu peux. Rocket Lab le fait. Mais c'est chiant. Et probablement pas rentable. Par contre, les faire atterrir comme ça va diminuer grandement la logistique et l'entretien. Parce que tu les fous pas à la flotte. L'eau, tu ne veux pas mettre de l'eau près de ces engins et avec autant d'électricité et d'électronique à proximité. C'est de la logistique, de base. Et SpaceX, aujourd'hui, ils sont devenus pros à réutiliser les boosters. Donc, par contre, si tu penses que tu peux proposer une meilleure solution, je t'invite à poser ton CV et aller leur proposer. Hein? Hop là. Rocket Lab, il y a des news. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, hein, ils ont récupéré des gros contrats Rocket Lab. J'avais une grosse interview pour eux, mais j'ai trop à dire là, on s'en sort pas. Hein. Bon, d'ailleurs, regardez ça, c'est le satellite Goes U, le satellite de la... en géostationnaire. Donc c'est le satellite de ce tir qui est mis en orbite. SpaceX nous a montré les photos, ça a de la gueule. Hein. Beau bébé, il n'a pas encore déployé ses antennes, donc c'est un géostationnaire, hein, il est loin, il est à 30 000 km de la Terre. Hop là. Donc ouais, classe. Alors quoi d'autre? Attendez, j'ai tellement de trucs. Ça a tiré, ah ouais, j'ai encore tout ça. Ça a tiré cette semaine. Ça a tiré, ils ont tiré 2 fois en 48 heures, et le retour d'échantillons chinois. C'est con, hein? T'as loupé le début de la minute spatiale où j'en ai parlé. Balou, là, maintenant on est dans la minute SpaceX. C'est juste le redémarrage des moteurs. Ah si, c'est totalement le banc supersonique, pépère. C'est totalement le banc supersonique. C'est quand le booster passe subsonique, il passe le mur du son dans l'autre sens. C'est totalement le bang supersonique. C'est pas le rallumage des moteurs. Le rallumage des moteurs, on l'entend après. Je suis sûr. Systématiquement, t'entendras d'abord le clac supersonique, et après t'entends le bruit des moteurs qui rallument. C'est un petit peu avant. Donc ouais, on a eu 2 tirs de Falcon 9 en même pas 48 heures. Un tir pour les Space Force, et on va pas regarder le tir pour les Space Force en pleine nuit. Les Space Force, ils ont rien voulu montrer. Voilà. Il y a même un double bang. C'est vrai qu'on entend un double bang en effet, ouais.
Et on a eu un tir très intéressant, en plein jour, un Starlink. Rien d'exceptionnel, vous me diriez, on regarde même plus les Starlink, mais lui, on va le regarder, parce que c'est un Starlink particulier, comme toujours. Regardez, déjà, les conditions météo étaient superbes. Hop là, de Floride. À 20 secondes. Le booster, c'est B1062. A lieu bien plus haut. Bah oui, mais c'est pour ça qu'on l'entend. Qu'on l'entend d'abord, mais on l'entend très très bien, le bang. C'est les bangs supersoniques que t'entends, Pépère. Hein. À 100%. Hein. Heureusement qu'ils font pas trop bas le bang supersonique. Parce que sinon... Ah là là, le chat qui est au courant. 22e utilisation de B1062, regardez-le. Le vétéran de la flotte de SpaceX. Ce booster a été utilisé 22 fois. Ce booster à lui tout seul, en 3 ans et demi, a tiré plus que Ariane tirera probablement en 3-4 ans. 22e utilisation de ce premier étage. Go faire les 40. Ils sont partis pour les 40. Hein. Ils sont increvables les boosters. Déjà, vous m'auriez dit il y a 2 ans qu'on aurait un booster qui volerait 22 fois, je vous aurais pas cru. Truc de zinzin. Hein. Oh, attendez, je vais mettre le son dans le casque. La comparaison qui fait mal, mais la comparaison est réaliste, tout simplement. SpaceX, ils ont des fusées en stock. Ah. Oh le Normand 9 mois mec, tu régales. Merci beaucoup. On va tester Starlink. Écoute, c'est un très bon choix. Si t'as pas de fibre, ou si t'as pas de fibre et si t'es en ADSL et que t'as besoin d'une bonne connexion internet pour le travail parce que traitement de data, tout ce qui est vidéo, si t'as besoin d'un bon internet, pas de fibre, t'es en ADSL, Starlink est un excellent complément. Surtout pour une entreprise. C'est quoi la maintenance pour ce type de booster? Malheureusement, la maintenance est assez discrète, mais les moteurs, sans aucun doute. On sait que... Je l'avais dit il y a quelques temps, mais il y avait un ingénieur de... Attendez, je vais baisser le son du stream. Hop. On sait qu'on avait un ingénieur de SpaceX qui avait commenté, et c'était le 21e vol. Donc c'était le vol de ce booster-là, le 21e vol. Et il y avait quelqu'un qui disait sur Twitter, ah bah c'est le 21e vol de ce booster. Et il y avait un ingénieur de SpaceX qui était arrivé, qui avait simplement dit, bah, il avait juste dit, figure-toi, sur ce booster, il y a un des moteurs Merlin sur lequel je bosse, qui en est à son 23e vol. Simplement pour dire que là, il y a forcément une maintenance des moteurs. Et que les moteurs sont interchangeables entre fusées. Donc on a certains moteurs qui ont plus de vols que certains boosters. Ce qui est un truc de malade. En vrai, il n'y a rien, c'est en Afrique. Ah bah écoute, où ça en Afrique? Parce que là, il y a Madagascar et le 101e pays à avoir Starlink. C'est frais de cette semaine. Donc c'est pas tous les pays d'Afrique qui ont Starlink. Hein. Tous les pays n'ont pas encore accepté, mais c'est en train de bien se démocratiser. Ils vont pouvoir tirer avec le même booster, vont pouvoir diminuer. On estime qu'il fallait 10 tirs pour rentabiliser le booster. Et là, on est à 22 tirs. Pour faire simple, il y a des gens en interne, des gens non affiliés à SpaceX. C'est un mystère combien ça coûte aujourd'hui vraiment. Mais j'ai vu des chiffres entre 15 et 20 millions aujourd'hui pour tirer une Falcon 9 qui est à plus de 20 vols. Pour faire simple, ça leur coûte rien. Et s'ils chargent du premium, par exemple récemment il y a Galileo qui a volé. Sur Falcon 9, Galileo c'était 90 millions de dollars. Pour faire simple, il y a un monde où SpaceX aujourd'hui, avec des fusées qui ont volé entre 15 et 20 fois, font des marges totalement dingues de 30 à 40 millions de dollars sur les vols. Au Bénin, ils ont activé Starlink au Bénin? Bah écoute, Bénin, clairement, hein. Starlink pour l'Afrique, en termes de business, c'est incroyable. Hein. Donc là, le booster, il est monté à 109 km à gauche, et là, vous avez le deuxième étage. Le deuxième étage qui est en train de monter avec les satellites Starlink. Et là, cette semaine, ils ont lancé officiellement Starlink Mini. Vous l'embarquez avec vous dans un sac à dos, vous le déployez, et avec votre téléphone, n'importe où avec votre téléphone, vous avez accès à Internet. C'est un truc de dingue, hein. Starlink Mini, tout est rétractable, vous mettez ça, vous partez en randonnée dans une zone morte, vous déployez votre petit machin,
et vous avez Internet. Le futur, les gars. C'est un autre monde, hein. C'est des camions, hein, ce ça, les Falcon 9, ce sont des camions. Idéal pour les soldats, mais mon gars, comment tu crois que l'armée ukrainienne... Comment tu crois que l'armée ukrainienne fait depuis le début de la guerre? Ils sont entièrement en Starlink. Alors quand je vois les gens qui disent ouais, Elon Musk est un russe qui aide Poutine. Ah bah putain, c'est sûrement un des meilleurs... Musk et Starlink, c'est parmi les meilleurs alliés de l'Ukraine. En termes de communication. Je pense que si l'armée ukrainienne est encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à Starlink. Le booster, 107 km, 106, donc ouais, B10 62. Le département d'État ne doit pas lui laisser le choix, pas du tout. Ils y sont allés d'eux-mêmes. Et ils ont perdu beaucoup d'argent dans l'affaire. En tout cas, maintenant, c'est le Pentagone qui paye la facture. Et ils se laissent encore le droit de bloquer les Ukrainiens par rapport à l'usage de ce qu'ils font de Starlink. À la base, Starlink ne devait pas être militarisé. C'était pour aider les gens qui avaient perdu Internet. Starlink ne devait pas être militarisé. On sait que ça ne plaît pas à Starlink et à Musk que les Ukrainiens les utilisent pour les guidages de drones ou guidages de navires drones et tout ça. Donc généralement, Starlink s'octroie le droit de bloquer les Ukrainiens s'ils jouent au con en voulant utiliser Starlink à un usage offensif en tout cas. C'est pour ça que le Pentagone est en train de mettre en place sa propre constellation de satellites. Starshield, qui sont des Starlink militarisés. Et là, Starlink n'a pas son mot à dire. Le Pentagone, ils font ce qu'ils veulent avec Starshield. Donc là, par exemple, je vous ai dit que hier, il y a eu un vol des Space Force. On ne sait pas ce qu'il y avait à bord, mais on suppose que c'était possiblement des Starshield. Donc la nouvelle constellation du Pentagone. Guinness, Guinso, il a 9 mois. T'as un pseudo imprononçable, hein. Je vais t'appeler 1, 2, 3, 4. D'accord? Je sais pas comment on prononce. Attendez, il y avait une question technique. John Clafouti. Désolé, je comprends pas. Qu'est-ce que les boosters de matière brève? Attends. Donc ouais, comme on le dit le chat, t'as deux parties dans une fusée. T'as un premier étage et un deuxième étage, voire parfois même un troisième et un quatrième étage. Donc ce qu'on appelle le booster à gauche, c'est le premier étage, qui est là pour faire la partie la plus difficile de sortir la fusée de l'atmosphère. Donc là, regardez, le booster, il redescend sur Terre. Le booster, là, il est à 19 km d'altitude, il descend à 4300 km/h, et là, il commence à être arrêté par l'atmosphère. Plus vous descendez bas, plus l'atmosphère est dense. Donc là, c'est l'atmosphère qui freine le booster, 12 km. Et là, le booster va revenir se poser sur un bateau drone. Je crois que c'est peut-être Of Course I Still Love You, le nom du bateau drone. 9 km, 8 km. Et là, à droite, vous avez le deuxième étage qui amène des satellites Starlink en orbite. Donc l'orbite des satellites Starlink, je crois que c'est 400 km d'altitude. Regardez le booster. Ils vont bientôt le rallumer, 1200 km/h. Donc dites-vous qu'il a fait ça 22 fois, le booster. Moi, j'ai vu P10-62, j'ai vu quasiment tous les vols de P10-62. 4 km d'altitude. Est-ce qu'on voit le bateau drone? Je crois pas qu'on le voit encore. 2 km. Donc là, on est dans les Bahamas. Hein, le bateau drone est à côté des Bahamas. Et c'est parti. 1,5 km, on le voit. Ils arrivent à faire ça à des coûts minimes. Oui, les coûts de lancement se sont effondrés chez SpaceX. Regardez ça, incroyable. Voilà pourquoi on le fout pas à la flotte. On préfère avoir un bateau drone que le foutre à la flotte. Et regardez ça. La fusée, elle fait 50 mètres de haut. Hein. B10-62, 22e vol. C'est beau, hein? Et on va se refaire l'atterrissage parce que les conditions météo étaient incroyables. La précision est incroyable. Ça n'a pas été facile, hein. Ils ont cassé beaucoup de fusées avant de réussir à les faire. Maintenant, ils y arrivent tout le temps. Genre, c'est devenu une précision et une régularité. Ça doit impacter le tir, non, pas tant que ça. Propre, hein. C'est tellement la routine. Ouais, c'est devenu la routine. Donc là, on regarde simplement parce que c'est le 22e vol de ce booster. Hop là. Je vais couper ça. Stage 2 FPS to save. Hop. Et là, maintenant, on est sur le deuxième étage. Il y a ces deux fusées, en fait. Ces deux fusées imbriquées l'une dans l'autre. Pour John Clafouti, voilà. Donc ouais,
Entre 340 et 620 km. Ok. Il faudrait voir quel type de satellite, parce qu'il y a pas mal de différents types de satellites Starlink. Et attendez que Starship soit en orbite. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés. La liste, vous trouvez facilement sur Wikipédia. Il y a beaucoup de passionnés, dont moi, qui tiennent tout ça à jour. Regardez, vous avez B1061 qui doit être à 21 missions. Et nous, B1062, il est là. Il a fait son premier vol le 5 novembre 2020. 2 missions GPS. Il a fait une mission Inspiration 4 avec 4 astronautes à bord. Starlink, Axiom, 4 astronautes. Starlink, Nilsat, peut-être un satellite égyptien. Starlink, OneWeb. Il a tiré un des concurrents de Starlink. Arabsat, Starlink. Et il a tiré le 27 juin 2024, donc il y a 2 jours. 23 satellites Starlink V2. Et vous regardez là, vous avez le temps entre chaque vol. Et le record de temps, c'est 26 jours. C'est un des records de SpaceX. 21 jours, je crois que c'est le record de SpaceX. Vous voyez le 29 avril 2022 ? Attendez. Hop. Il y a eu 21 jours. 21 jours entre les 2 vols. Bonsoir, je suis un viewer YouTube. Eh bah écoute, bienvenue à toi mec. Merci de passer dire bonsoir, ça fait plaisir. C'est cool. Passe un bon week-end. 0 Galileo, ouais. Eux ont pas... Alors c'est pas lui qui a mis Galileo en orbite. C'est une autre fusée. Donc ouais, leur record, je crois, c'est 21 jours. Sachant que dans ces 21 jours, donc entre le 8 avril 2022 et le 29 avril, donc il y a plus de 2 ans, dans les 21 jours, vous vous rendez compte, la fusée a volé 2 fois en 21 jours. Sauf que dans ces 21 jours, il faut enlever le temps du bateau. Il faut du temps pour aller chercher le bateau drone. Puis amener la fusée, vous enlevez au moins 3 jours. Après, il faut envoyer la fusée au pad, faire un feu statique. Donc pour faire simple, vous enlevez quasiment 6 jours. Et on est sur du 2 semaines. Ils ont été capables de faire voler le booster 2 fois en 2 semaines. Je crois que c'est le record de SpaceX 21 jours en termes d'entretien. Pas mal. Très impressionnant. Donc ouais, jusqu'où ils vont aller, on va voir. Ils sont en train de faire tout valider, je crois, au niveau administratif pour monter jusqu'à 50 réutilisations, je crois. Et à chaque fois, ils utilisent Starlink, en fait. Starlink est un moyen incroyable pour eux de tester jusqu'où vont aller les boosters. S'ils perdent une Falcon 9 sur une mission Starlink, c'est pas une catastrophe, vu que Starlink est une compagnie sœur de SpaceX. Donc tout reste en interne. Vous perdez une Falcon 9 qui a déjà volé 20 fois. Avec les 22 satellites à bord, bon, c'est pas une catastrophe. Si vous le client, vous pouvez vous permettre de ce genre de folie. Voilà. Impressionnant, hein. Bon. On va parler de Boca Chica maintenant. Alors pour ceux qui sont intéressés par Boca, et à chaque fois que je monte les photos et tout ça, je vous invite à aller voir les vidéos de Everyday Astronaut, donc, qui est un YouTuber américain qui fait des super vidéos sur le spatial en général et tout. Et c'est vrai que il était déjà allé avec Elon Musk faire une petite visite il y a quelques années. Et là, ils ont recommencé, c'était le jour avant le vol, le 4e vol de Starship. Et on a eu des photos assez incroyables, parce que c'est vrai qu'on connaît bien Boca Chica, mais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Vous comprenez que SpaceX, ils sont très ouverts à avoir des caméras à l'extérieur, des gens qui filment et tout, mais ils veulent pas avoir des caméras forcément à l'intérieur, parce que c'est privé déjà, c'est privé, enfin les mecs font la fusée la plus puissante de l'histoire de l'aérospatiale, donc ils veulent pas avoir des gens à l'intérieur, donc c'est vrai qu'on sait pas trop parfois ce qui se passe à l'intérieur. Et là, on avait Everyday Astronaut qui faisait une petite visite avec Elon Musk. Ils se sont mis d'accord sur Twitter. Ça serait bien que tu fasses une autre vidéo. Le mec a tagué Elon Musk. Il y aurait moyen de faire une petite vidéo avec toi. Et Elon dit, bah écoute, je suis à Boca le jour avant. Viens, je t'offre une petite heure. Et on va faire le tour des installations. Voilà pourquoi Twitter est incroyable aussi. Ça permet ce genre d'interaction, même avec pas mal d'huile du spatial et tout, qui sont souvent sur... voilà, quand vous faites pas de politique, Twitter est un fantastique outil. Et on a eu des photos assez incroyables de la Star Factory, l'énorme nouveau bâtiment. Ils ont viré toutes les tentes. La taille du bâtiment est totalement dingue. Et là, ils sont en train d'installer, quoi. Ils sont en train de tout installer. Donc, comprenez qu'ils discutaient en même temps. Et Elon Musk parle de Fordisme. Il parle littéralement de temps passé par station, par ingénieur, pour faire certaines pièces. Et il vous dit, ah, c'est totalement du Fordisme pour faire Starship. On va faire du Fordisme, le but c'est d'en faire 2-3 par jour. Et le mec vous parle de Fordisme
pour faire des fusées. Ce qui, quand vous connaissez un peu l'industrie, vous faites pas du Fordisme avec des fusées. Et là, ils vous parlent de monter des bagnoles. Sauf que c'est des Starships, quoi. Et ils se donnent les moyens de faire ça. Et je vous invite à aller voir je vous invite à aller voir la vidéo pour voir la taille du bâtiment. Donc, parce qu'avant, ils faisaient ça dans des tentes. Hein. Comprenez que les premiers Starships ont été faits dans des tentes. Des tentes en tissu dégueulasses. Et Elon Musk explique. Il dit, ah non, mais en fait, on est resté dans des tentes pendant très longtemps pour ne pas brusquer notre transition au moment où on allait faire une vraie usine. On s'est dit, on va rester longtemps dans les tentes. Et quand on aura fait un truc vraiment sûr à 100% pour pas avoir à casser, on posera la Star Factory. Et ils ont déplacé les tentes une à une dans l'usine. L'usine est gigantesque. Hein. Le machin là, c'est... Voilà. Produira trop de fusées par rapport au nombre de sites de lancement. Absolument. Mais après, les fusées, ils les amèneront à Cap Canaveral, hein, par barge. Hein. Tu peux être sûr qu'ils vont faire ça. Hein. Regardez, les moteurs Raptor. Bah, vous vous rappelez que il faut quand même 39 moteurs Raptor par Starship. Eh ben, ils en stockent des moteurs Raptor. Là, les numéros que vous avez, c'est leur numéro de série. Là, on voit un 173 ou un 273, peut-être un numéro 261. Ça coûte combien une Star Factory par curiosité? Ils sont à 1 milliard par an d'investissement sur site. Par an. 1 milliard de dollars. Comprenez qu'ils bossent tout le temps. 7 jours sur 7, H24. Vous les regardez. Je veux dire, là, je suis ce qui se passe avec la deuxième tour. Les mecs coulaient du béton à 3 h du mat un dimanche. 361, ouais, il doit être dans ces eaux-là. Regardez, la photo incroyable. Donc là, vous avez Elon Musk, on s'en fout, hein. Regardez les moteurs derrière, les moteurs Raptor. Donc vous avez des vacuums et regardez les numéros. Le plus élevé qu'on ait, c'est 394. Ils ont construit, on en est sûr, 394 moteurs Raptor. Peut-être que certains ne se rendent pas compte de ce que... C'est un moteur incroyable, le Raptor. Ils en ont fait 394. Ils en sortent un par jour. Ils ont trop de moteurs Raptor aujourd'hui. Ils ont trop de moteurs Raptor. Ils produisent trop de moteurs par rapport à comment ils les bouffent. Et vous avez... voir ça, c'est totalement dingue. Dans l'industrie, vous ne voyez jamais ça. Jamais vous voyez autant de moteurs alignés. Jamais. Parce que Et ça va aller sur un seul engin. Comprenez qu'il y avait trois boosters côte à côte. Sûrement B12, B13, B14. Eh ben, ça fait des centaines de moteurs. Bah ouais, 39, 39, 39, 40, 40, 40 x 3, ouais, 3 x 12, ça fait 120 et quelques moteurs. Et ben, faut les sortir, les 120 moteurs. Donc, on les stocke. Et voilà. Quand il fait très chaud, c'est la norme de couler du béton à 3 h du mat. Très intéressant. Je savais pas. Et comparé à la photo, mais, vous vous rappelez de la photo de... Regardez bien. Ça, c'est de l'artisanat. Ça, c'est des bijoux. Ça, c'est du Fordisme. Ça, c'est du Fordisme. C'est des Raptor V2. Ils ont été simplifiés par rapport à la V1 pour être produits en plus grande quantité. Regardez la complexité des moteurs. Ça, c'est un moteur qui a déjà été totalement retravaillé et cassé plusieurs fois pour être simplifié au maximum. Quand vous voyez un Raptor moteur V1 et un moteur Raptor V2, un Raptor V1 ressemble presque à ça. Et regardez comment ça a été épuré. Tout le but est de diminuer les coûts, améliorer la fiabilité et la puissance, augmenter la puissance forcément, et diminuer le temps de construction. C'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Et c'est dingue de voir ça. Donc c'est pour ça que c'était très, très sympa de voir les vidéos. Juste, ça doit coûter cher à stocker. C'est pour ça qu'ils ont ce gigantesque bâtiment. Stocker coûte cher. Et pour ceux qui sont dans certaines industries ou dans certains types de business, stocker coûte horriblement cher. Et c'est vrai qu'il vous faut de la place, il vous faut de l'espace, et l'espace coûte cher. Donc ouais, sans aucun doute que ça coûte cher tout ça. Mais SpaceX a de l'argent. SpaceX a de l'argent. Là, Peter Beck a fait une interview récemment, et il disait c'est très difficile d'être compétitif face à une entité comme SpaceX, parce que SpaceX a aujourd'hui des fonds illimités quasiment. Et c'est vrai, quand vous voyez les investissements de SpaceX, mais ils n'ont pas des fonds illimités, c'est pas sorti de nulle part. C'est que ils se sont peu à peu donné les moyens. Vous savez que SpaceX, là, cette semaine, a été annoncée comme la compagnie privée, donc qui n'a pas public, la compagnie privée avec la plus haute valeur ajoutée au monde.
je crois, à 210 milliards de dollars de valeur, SpaceX. Et ils sont privés. Leur capital n'est pas public. Vous pouvez pas acheter des actions de SpaceX. Ils sont pas en bourse. Ce qui est fou, ils sont devant des monstres, en fait. Donc ouais, hein. Incroyable, hein. Ils sont allés sur le pad. SpaceX qui a frôlé la faillite, absolument. Pour ceux qui se rappellent de SpaceX, et SpaceX, ils sont passés à ça, d'être en faillite. Ils étaient en faillite, quasiment. Ils ont tiré leur dernière fusée, la Falcon 1, leur dernière Falcon 1, après 3 échecs, la 4e à la volée, mais s'ils loupaient, c'était fini. On mettait la clé sous la porte. Donc matez-moi ça, c'est donc l'état du pad. C'est juste avant, quelques heures avant le vol numéro 4. Regardez comment c'est clean. Moi, c'est ça qui m'a surpris. Comment c'est clean. Vous pouvez manger par terre. C'est plus propre sur le pad que dans mon appart. Je vous jure. C'est plus propre sur le pad que dans mon appart. Merde. C'est beau, hein. Du nouvel ère au niveau spatial. Mais on est déjà dans une nouvelle ère. On est déjà dans un âge d'or. C'est juste que souvent, quand on est dans une révolution, on s'en rend pas compte. Mais on est déjà dans un âge d'or. Et c'est un truc de dingue. C'est un truc de malade. Là, la vidéo, elle est folle, quoi, de voir ça. On n'est pas habitué à voir ces points de vue-là, en fait. Il n'y a pas un boulon qui traîne. Tu veux pas... Vu la puissance qu'il va y avoir le lendemain, un boulon devient incroyablement dangereux. Genre, n'importe quel fragment débris devient incroyablement dangereux. Donc tu veux tout nettoyer au maximum pour qu'il n'y ait rien qui puisse voler et percer quoi que ce soit. D'ailleurs, regardez le mur. Vous voyez le mur blindé, là? La taille du machin qui protège. Alors, ça, c'est un mur antinucléaire. Musk, il a dit, on a designé le mur, là, pour protéger la ferme orbitale de l'explosion du booster sur le pad. Donc de protéger... Et ça fait... C'est plusieurs kilotonnes qui exploseraient. Donc le machin est monstrueux, quoi. Donc ouais, c'est tellement clean, c'est beau. Et donc il y a une deuxième tour en construction. Ils ont monté, ils l'appellent T-Rex, Mecha T-Rex. Donc ça, ça a été pris il n'y a pas longtemps. Ça a été pris le 25 à 15h12. Voici le gigantesque treuil qui va stacker la tour orbitale. Et on a les chiffres, parce que ils ont été... SpaceX a fourni son planning au juge Treviso, qui gère le County. La tour va être la tour sera entièrement stackée pour la mi-août. Pour la mi-août, ils auront tout stack. J'avais dit, moi, début septembre, ils vont aller encore plus vite que prévu. Ils vont les empiler. Ils vont les empiler comme des briquettes. Et donc, voilà le monstre qui est en train d'être assemblé parce qu'il faut une nouvelle grue. Ce n'est pas un... Peut-être qu'il y en a qui bossent. C'est pas un Liber 11000. C'est un nouveau. C'est un CC 8800. Ce n'est pas un Liber R11000. Au total, avec ses fonds propres, plus subventions SpaceX. Plus... Alors, putain. Comment ça, des subventions? Explique-moi... Explique-moi le terme subvention. SpaceX n'a jamais reçu $1 de subvention. Jamais. Quand ton plombier vient chez toi pour réparer des tuyaux, est-ce que c'est des subventions que tu lui payes? Quand tu joues à War Thunder? Pas aujourd'hui! Je suis busy, là! La deuxième tour sera apparemment plus grande. Ouais, possible, ouais. S'il prévoit pour Starship V2, c'est pas improbable qu'il y ait un truc en plus. Donc oui, je le répéterai toujours. C'est de la mauvaise presse française et les Ahurax qui connaissent pas SpaceX qui vous disent que SpaceX et Musk ont reçu des subventions. Ils n'ont jamais reçu 1 centime de subvention de l'État américain. Ils ont toujours reçu des contrats qu'ils ont honorés. Quelle telle grue, elle va servir à quoi? La grue va servir à stacker la tour orbitale de la nouvelle tour orbitale. Parce que là... Ah oui, mais attendez, c'est vrai que peut-être que les gens se rendent pas compte. Attendez, je vais trouver... Ah bah parfait! On a B1041 qui est au pad, là. Regardez. Ça, c'est B1041. Donc il y a une gigantesque tour qui fait presque 150 mètres de haut. Et bah, ils vont en faire une deuxième. Pour avoir 2 pads. Parce que là, ils ont pas assez de pads, vous voyez. Donc là, ils ont testé la récupération...
qu'ils avaient reçu des crédits américains pour la recherche, que dalle. Que dalle. Par contre, ils ont des sacrés contrats. Ils ont des sacrés contrats. Et Tesla a reçu des crédits, mais pas SpaceX. Et ils ont reçu des énormes contrats. Ils reçoivent les subventions européennes. Bah oui, techniquement, ils récupèrent l'argent européen. Donc ouais, ils vont faire une deuxième tour. Donc tous les composants sont là. Pour la mi-août, on va avoir une deuxième tour. Ça va être un truc de malade, hein. 2 tours d'intégration. D'ailleurs, ça a été pris tout à l'heure. Vous êtes les premiers à voir ça, sûrement. Regardez. C'est les 2 derniers composants de tour avec les chopsticks qui étaient partis de la barge la semaine dernière. Vous vous rappelez de la barge de Floride? Bah, ils sont arrivés à Boca. Ça a été pris au Texas. Voilà. Donc, ouais, ça va stacker sévère. Et on va avoir 2 tours, fin de mois, quoi. Truc de fou, hein. Ils sont déterminés à rattraper le booster pour le prochain vol. C'est pas sûr. On entend tout et son contraire sur le sujet, y compris en interne. Je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas encore. Voilà. Ouais, mais les sentir, il va falloir avoir les 100 pads et tout. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc ouais, la barge est arrivée. Et techniquement, sur les documents qu'on a, ça sera stacké pour la fin août. On aura la deuxième tour. Alors elle sera pas prête. Hein. Il y a aussi la table orbitale et tout ça. Mais ça va être quelque chose de voir les 2 tours côte à côte. 2 pads de Starship. Truc de malade. La Chine ont perdu des morceaux de leur fusée. Alors, figure-toi qu'on en a parlé. C'est carrément le premier étage qui est retombé sur des gens. Avec du tétroxyde d'azote et toute cette merde. L'enfer. B1041, oui, bien sûr, absolument, j'ai des bêtises. Bien sûr, c'est B14-1. Absolument, en plus, j'ai même pas d'excuse parce que c'est la légende. C'est la légende de ma photo. B14-1 au pad. C'est juste que comme je fais 10 choses à la fois, que je lis mon chat et tout, je me perds, tu vois. Mais bien sûr que c'est B14-1. Donc je vous mets pas les vidéos, mais SpaceX a un peu brutalisé B14-1. Ils ont simulé en fait quand ils vont essayer de capturer. On sait pas si c'est le prochain vol, comme dit, on entend un peu tout son contraire en interne. Mais ils ont simulé un peu la vitesse de rétractage des chopsticks. Et on entendait le gong à chaque fois que ça tapait le booster. Donc ils veulent pas faire ça avec un vrai booster, parce que ça ferait chier. Donc ils font ça avec un booster test. C'est le cobaye. C'est le cobaye pour voir un petit peu... pour récupérer de la data, tout simplement. Vous testez en réel, vous prenez un morceau de booster et vous tapez un peu fort dessus pour voir comment les chopsticks réagissent et tout ça. Donc c'est simplement un... c'est normal qu'ils fassent ce genre de test. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère qu'ils vont tester et réussir à capturer le booster pour le vol 5. On en rêve tous, mec. On en rêve tous. Mais c'est vrai que... on sait tous aussi... on en rêve autant qu'on sait que la prise de risque pour le pad serait quand même peut-être pas trop acceptable s'il se loupe et que le booster retombe un peu lourdement sur la table orbitale ou pire sur la tour. On sait tous que la prise de risque est quand même assez sérieuse, mais on en rêve. Les visuels de voir ça arriver... oh voir ça de mon vivant, vous vous rendez pas compte quoi. C'est un truc de dingue. Ah oui, la nouvelle grue. Ouais, donc elle est belle la nouvelle grue. Hein. Ça va être... je pense qu'ils vont même la garder. Ils l'ont louée pour 1 an. Tu es sûr de tes sources. Mais c'est vrai que... la grue. Ils vont avoir du boulot à faire. Ils vont avoir pas mal de boulot avec ça. Pour même après, ils vont mettre la table orbitale et tout ça. Donc voilà. Ils ont reçu des subventions. Oh ouais, bon. Si c'est des subventions, ça va pas être grand-chose. Hein. Ça va pas être grand-chose. Hein. Par rapport à ce qui rentre maintenant en thune, ça doit pas être grand chose. Hop là. Et vu le boulot qu'ils font, même moi je serais prêt à les payer. Mais sur le papier, ouais, des subventions, elles ont bon dos les subventions. Hein. Si SpaceX est là, c'est pas grâce à des subventions. Hein. C'est qu'ils sont performants. À construire, ils vont tout reconstruire. C'est vrai, tout reconstruire, mais tu veux pas tout casser quand même non plus. Le problème, c'est qu'ils ont qu'un seul pad. Donc si tu casses ton pad, il va te falloir plusieurs mois pour te reconstruire. Et en ce moment, on sait qu'ils veulent tirer les Starships. Ils veulent enchaîner. C'est quoi le nom de la grue? Alors, je crois que le modèle, c'est un CC8001. Voilà.
Ils ont reçu combien de subventions? Dis-nous, Giordano. Ils ont reçu combien de subventions et quand? Par curiosité. Est-ce que c'était récent? Est-ce que c'est quand Biden a lancé son... ou récemment, là, quand Biden a fait son... Alors, c'est pas Mekasi, là, je crois. C'est un nouveau. Combien de subventions ils ont reçues et quand? Est-ce que c'est récemment avec Biden, là, quand je crois qu'il y avait eu un énorme plan de relance économique, là, avec Biden, qui avait imprimé de l'argent à gogo? Parce que bon, si c'est en 2013 ou 2014, on s'en bat un peu les couilles, quoi. Tu as un Discord? Non, j'ai pas de Discord. Bon, s'ils en ont trop reçu, on s'en fout, voilà. À la fin de la journée, on s'en fout. Franchement, bien sûr que Tesla a reçu du pognon en subvention. Beaucoup, ouais. Mais je savais pas pour SpaceX. Je pensais que non. Et moi, ça me dérange pas que le spatial reçoive des subventions. Hein. Ariane Espace vit de subventions. Hein. S'il n'y avait pas de subventions, il serait en faillite. Hein. D'ailleurs, est-ce que ça serait pas une meilleure chose, hein. Voilà. Hein. Devant la NASA ou pas? Ouais, j'ai autre chose à foutre, je m'en tape. Hein. Je m'en tape pour être honnête. Le problème, c'est qu'ils sont pas en opposition. Il faut pas mettre en opposition SpaceX et la NASA. Les deux travaillent ensemble. Les deux bossent ensemble depuis 20 ans. Et la NASA est... Vous imaginez même pas comme la NASA est heureuse d'avoir SpaceX. La NASA serait dans la merde sans SpaceX. Mais tellement dans la merde. Il y aurait même plus d'accès à l'espace pour les astronautes. Avec la guerre avec la Russie, il y aurait sûrement plus d'astronautes. Il y aurait sûrement que des Russes à bord de l'ISS. Donc non. S'il faut donner de l'argent à quelqu'un, filez-le à SpaceX. Hein. Voilà. Un pad de lancement sur l'eau est-il envisagé pour SpaceX? À une époque, oui. Ils avaient acheté des barges, des stations de forage de pétrole, mais ils les ont vendues. Je pense que logistiquement, c'est trop compliqué pour le moment. C'est trop compliqué. Ils préfèrent mettre leur pognon dans Boca Chica. C'est quand même déjà des gros investissements qu'ils font à Boca pour avoir 2 tours. La colonisation de l'univers de notre vivant, non mais oubliez tout ça les gars, je sais que certains, vous lisez les médias qui racontent un peu n'importe quoi, mais pour le moment le spatial c'est pas de la colonisation, de machin, on envoie des robots dans l'espace, ça sera de la micro, voilà, station lunaire au mieux, et ça sera de la micro station spatiale, de la micro présence. Vous verrez pas de votre vivant des colonisations, et je pense même pas qu'on ait fait aujourd'hui technologiquement. Il y a trop de choses qui nous tuent dans l'espace. Même les rayonnements et tout ça, on n'a pas encore de contre à certaines choses. Donc ça, je suis désolé, mais vous allez avoir des... Voilà. Certains vendent du rêve, même parfois, je sais que Elon Musk aussi raconte des trucs. Écoute Elon, on t'adore, mais... Là, tu fais pas un cadeau en parlant de coloniser Mars et tout ça. Déjà, envoie Starship en orbite, fais du ravitaillement hein, dans l'espace. Voilà, c'est déjà compliqué de faire ça. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Nouvelle grue, si c'est capable de lever 16 600 tonnes. Ouh, c'est beau ça. Loué par contrat jusqu'au mois de janvier 2025. Ah ouais, pas mal. Devienne invivable de notre vivant. T'inquiète pas, il y a de la marge encore. Il y a de la marge là, t'inquiète. T'inquiète, il y a de la marge. Faut pas non plus être trop alarmiste, fin du monde et tout ça. Hein. Vous inquiétez pas, l'espèce humaine elle a survécu à des aires glaciaires et tout. Faut pas être... je sais qu'en ce moment c'est à la mode de regarder la météo et de voir toute la carte en rouge là. On a survécu à des super volcans, on a survécu à des... non, on va survivre à ça, on survivra à quelques degrés en plus. Hein. Ah par contre on va peut-être ramasser. Hein. Mais ouais, bon on s'en fout, on n'est pas là pour discuter de ça de toute façon. Hop là. Donc ouais, je crois que j'ai fait le tour de ma petite minute spatiale. Petite qui a duré bien trop longtemps. Quelle heure il est? Ouais c'est bon, c'est bon. À 22 h, je relance le stream et j'irai sur Shogun 2. Il faut que je continue mon run. On va ramasser la savonnette. Ah, très probablement. Certains plus que d'autres, hein, sans aucun doute. Hein. Un stream politique. Oh non, mais le stream politique, peut-être entre les 2 tours. Petite discussion avec une bière.
toute façon, si je fais un stream politique, je vais me faire cancel direct. Je vais me faire cancel. J'arrive, clac, clac, je dis mes conneries là, et puis je me fais dégager. YouTube, ils aiment pas quand je parle de politique, hein. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais encore avoir des problèmes, hein. Voilà. Bon, ouais, je m'arrête là. Semaine prochaine, on aura sûrement des news. Et la politique islandaise, c'est chiant, la politique islandaise. C'est chiant. Pas intéressant. Tu mets pas de rediff YouTube alors? Ouais, ouais, on peut faire ça aussi. Putain. Et demain, je commencerai plutôt. Il y a le Grand Prix de Formule 1. Écoutez, sport de boomer. Hein. Je commencerai plutôt sûrement vers 11h. Je ferai pas du Warhammer, j'ai fait Warhammer hier. Je ferai le Gondor demain. Voilà. Gondor demain, 11h. Et en soirée, on fera du Age of Empires 2. S'il y a des gens motivés, on se fera quelques petites games. Bon, sur ce, je m'arrête là. Passez un bon week-end. Bonne soirée à tous. Et ciao, ciao. Allez, salut tout le monde, bye bye.